Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là. Merci d'être venus. Toujours sympathique au GECO de voir ce mélange des publics, ce mélange des âges en particulier, qui existe un peu aussi à notre tribune, mais un peu moins. Voilà, donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On vous a proposé une séance avec un titre peut-être un peu mystérieux, vers une économie humano-centrée. Quelle trajectoire? Donc on va parler d'économie humano-centrée. On va parler aussi avec Robert Boyer, qui est à ma droite, d'économie anthropogénétique. Un peu la même chose, mais pas tout à fait, vous verrez. On va parler avec Pierre-Noël Giraud d'économie du temps, parce que les sujets sont très liés. Et on terminera avec Anne-Juliette Lecourt, qui est syndicaliste, qui est aussi économiste au départ, économiste du travail, et qui va nous dire un peu comment tout ça peut se traduire, en tout cas interpelle la question du travail et du syndicalisme. Voilà. Donc sans plus de cérémonie, on va Annonce le numéro là. Ouais, je vais le faire. Donc là, vous voyez le numéro auquel vous pouvez poser des questions tout au long de la première partie, 1 heure, où nous allons dialoguer entre nous. Et moi, j'aurai la difficile tâche de les trier, et puis ensuite, dans la dernière demi-heure, d'en sélectionner quelques-unes pour les reposer à la table. Voilà. Donc voilà, on n'hésitez n'a pas. pas, on n'a pas de modérateur ni de modératrice, donc ça va être un peu acrobatique, mais compte sur votre indulgence. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait une discussion ouverte et riche. Donc, n'hésitez pas à intervenir, mais pas tout de suite, parce qu'on va d'abord faire une petite discussion entre nous. Donc, pour introduire ces mots là dont on parle, je commencerai par un constat empirique, assez simple, bien que pas forcément évident pour tout le monde. Bon, comme vous le savez, nous sommes dans un régime économique d'accumulation assez frénétique d'objets. Hein. On a longtemps pensé que, bon, en France, ça a démarré plutôt à partir de la Deuxième Guerre mondiale. On a longtemps pensé que ce régime d'accumulation d'objets allait se calmer parce qu'à un moment donné, nos caves, nos greniers, nos garages, tout ça est saturé, mais vous voyez que ça ne se calme pas complètement. Évidemment, ça pose des tas de questions, ça pose notamment la question écologique, et je pense qu'il y a un certain accord pour dire qu'il faudrait peut-être qu'on sorte de ça. Mais le constat dont je voulais partir, c'est qu'en même temps, se sont développées d'autres formes d'activité, et de manière assez massive, et passent un petit peu, à mon avis, sous le radar. Si on regarde quels sont les secteurs, tout bêtement, les secteurs économiques qui se développent le plus en ce moment, eh bien, on tombe sur des activités qui sont très différentes de celles des objets dont on s'entoure, qui ont en commun de s'adresser à l'individu, à nos corps, à notre intelligence éventuellement, à nos émotions, et une sorte d'économie de l'intime, quelque part, qui se développe. Et je vais tout de suite, pour illustrer le sujet, faire un peu une première liste un peu des domaines que ça recouvre. Le premier, bien sûr, c'est la santé, dont la croissance est un peu masquée par le fait qu'elle est très, très socialisée. Mais autour de la santé se développe aussi un formidable ensemble d'activités où on trouve le meilleur et le pire. Hein. Allez dans votre pharmacie, vous verrez. Il y a du médicament, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. Alors ça s'appelle, il y a un mot anglais maintenant, commence à être standard là-dessus. On appelle ça l'industrie de la wellness, hein, du bien-être. Je vais y revenir dans une seconde. Ça, c'est pas. Il y a des objets, mais enfin ça s'adresse à nos corps, hein, essentiellement, à nos esprits. Il y a évidemment tout ce qui tourne autour de l'éducation. Là aussi, avec un cœur central, mais un halo d'activités diverses marchandisées qui se développent. Évidemment, l'immense continent du divertissement, hein, de l'entertainment, si on veut parler
parler anglais avec toutes les heures d'écran là que nous passons tous maintenant, plus ou moins, enfin, à nous divertir. Et puis je pourrais allonger la liste. Hein. Vous voyez que c'est le constat de base, c'est que c'est une économie qui fonctionne quand même selon cette économie, moi j'appelle de l'individu, que j'appelle humano-centré. Robert l'appelle, mais avec une définition un peu différente, anthropogénétique. C'est une économie qui fonctionne sur des bases assez différentes de celle de l'économie des objets. Juste pour, j'ai essayé de trouver quelques chiffres, alors ce sera les seuls que je vous donnerai, sur l'industrie de la wellness, hein, donc au-delà de la santé au sens traditionnel, même de la prévention, enfin tout cet immense conglomérat d'activités autour déjà la cosmétique, les spas, le yoga. Il suffit quand vous allez dans les rues des villes, vous regardez un peu ce qui est affiché, puis comme j'ai dit, dans les pharmacies, vous regardez les étiquettes qui sont maintenant, qui ont pris le pas sur la partie médicaments. Le chiffre d'affaires, alors, bon, je ne sais pas ce que vaut ça, ce chiffre-là, mais le chiffre d'affaires mondial, en 2025, est estimé à quelque chose comme 9 000 milliards. À titre de comparaison, l'industrie automobile, c'est 4 300 milliards. On est à un truc qui a 2 fois la taille de l'industrie automobile. C'est quand même assez frappant. Et là, c'est uniquement sur la partie wellness. Hein. Vous n'avez pas si j'ajoute la distraction, les écrans, le streaming, etc., c'est encore beaucoup plus. Et alors surtout, c'est des taux de croissance qui sont phénoménaux. Hein. On estime qu'en France, l'industrie de la wellness a doublé de volume depuis le Covid. Et les taux de croissance, ils sont plutôt plus proches de 10% par an. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle forme d'économie qui est en train de se développer. Et c'est un peu de ça dont on voudrait vous parler. Alors, pourquoi et comment ce développement? Pourquoi et comment? Alors, une réponse un peu basique, peut-être un peu bébête, mais qui a quand même peut-être son domaine de validité, c'est de dire que quand on sort de l'économie de rareté, évidemment, il y a d'autres besoins qui apparaissent, la fameuse pyramide des besoins, vous avez peut-être entendu parler de ça. Je n'ai pas cité l'alimentation, hein, on voit bien que l'alimentation, elle passe de la catégorie de l'activité fonctionnelle destinée simplement à nous maintenir en vie à une activité qui est très très proche et qui est en fait englobée dans le monde du bien-être, l'activité de qualité. La deuxième remarque, c'est que tout ça est extrêmement lié à l'économie du temps. C'est pour ça que je remercie Pierre Noël qui a écrit un livre remarquable sur ce sujet qui s'appelle Du pain et des jeux. J'en profite un peu pour faire la présentation de mes collègues. Et parce qu'au fond, bien sûr, l'économie du temps, vous voyez que les activités que j'ai signalées, elles mangent du temps, et du temps réel qu'on ne peut pas. Hein, vous connaissez la problématique du temps de cerveau disponible, le temps d'activité. Quand vous faites du yoga, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas le compacter. Voilà. Donc Pierre Noël nous en parlera. Moi, je pense aussi que tout ça est peut-être très, très, très profondément en phase avec l'évolution sociale et peut-être même psychosociale, on pourrait dire, de notre société, où vous voyez l'accroissement considérable du souci de soi comme moteur, au fond, du fonctionnement social. Là, je pourrais renvoyer à des travaux comme ceux d'Alain Ehrenberg, par exemple, en France, ou le vieux bouquin, mais qui reste toujours passionnant, de Christopher Lasch sur la culture du narcissisme. C'est pas cet individualisme dominé par le souci de soi n'est pas une négation de la société. En fait, c'est une forme nouvelle d'injonction sociale. Hein, donc voilà, c'est ce qui explique par exemple Ehrenberg. Et puis évidemment, tout ça est très lié à l'état social, je l'ai dit, puisqu'une partie de ces activités, le cœur historique de ces activités, mais qui déborde aujourd'hui beaucoup, a été socialisée, notamment la santé et l'éducation. Et là, je renvoie donc aux travaux
de Robert Boyer, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un des pères fondateurs de l'école de la régulation. Hein, avec le regretté Michel Aglietta. Avec le regretté Michel Aglietta, qui nous a quittés récemment. Bon, je ne vais pas résumer ce que c'est que l'école de la régulation, mais en gros, c'est quand même l'idée de dire que les institutions jouent un rôle déterminant que dans l'économie. Il n'y a pas que le marché. Vous voyez, le marché tel que représente en général les économistes, là, on est quelque chose qui est beaucoup plus lié à l'analyse des institutions. Et donc, ce que nous dit Robert, mais il le dira mieux tout à l'heure, c'est qu'au fond, la santé et l'éducation sont présentes au cœur de l'économie depuis longtemps. Hein. Il n'y a peut-être pas en temps tout à fait reconnu de grandes questions. J'en ai retenu 3 pour le débat. La première, c'est une question de représentation, de catégorisation de vocabulaire. On est dans une représentation de l'économie où l'éducation, la santé sont en fait des charges à imputer sur la vraie économie productive. Alors, j'aimerais bien que vous réfléchissiez une seconde au fait que la vraie économie productive, ce serait de produire des chaussettes, des ordinateurs, des voitures, ou que sais-je, hein, et qu'on imputerait là-dessus des charges qui seraient la santé et l'éducation. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Au fond, il faudrait renverser le paradigme, et c'est un peu ça notre idée, et dire la santé et l'éducation et tout ce qui va avec, au fond, c'est pas une condition de fonctionnement d'une base productive saine, c'est le cœur de la base productive, tel qu'on devrait l'envisager. Bon. La deuxième grande question que ça pose, 30 secondes de plus, la deuxième question que ça pose, c'est celle des trajectoires, c'est-à-dire, vous voyez bien qu'il y a des trajectoires. Quand je dis humano-centré, moi je veux pas. Souvent il y a une confusion parce que les gens disent ah mais c'est humaniste, c'est sympa, bravo, on aime bien. Oui, attention, humano-centré ne veut pas dire humaniste par construction. Hein. Ça veut dire que il y a plusieurs trajectoires possibles. Il y a une trajectoire qui est effectivement de recentrer l'économie sur, par exemple, on pourrait se référer au paradigme de Sen sur la construction des capacités, l'expression des compétences humaines, etc. Mais vous voyez bien. Et si je reviens à ce que je disais à l'instant sur la wellness, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi d'autres trajectoires, et en particulier des trajectoires où les plateformes prendraient un ascendant considérable, puisque une grande partie de cette économie est assez bien ajustée à la question des plateformes. Et donc, d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, Amazon, Google et les autres, ils ont leur cible numéro 1, c'est la santé et le divertissement, plus le contrôle. Et puis le troisième point, et je m'arrête là, c'est le lien avec la bifurcation écologique. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cet enjeu et la bifurcation écologique nécessaire? On y reviendra dans la discussion. J'ai un peu débordé. Pas trop. Donc je passe tout de suite la parole à Robert. Merci beaucoup de m'avoir invité, parce que mon titre est « Le mode de développement anthropogénétique ». À peine reconnu, il est déjà en crise. Alors, je vais développer 7 points en style télégraphique. 1. Pourquoi ce modèle n'est-il pas détecté? Comme le disait Keynes, nous sommes toujours victimes d'utiliser des paradigmes forgés par nos prédécesseurs et ils ne sont plus adaptés à la conjoncture. Si vous êtes marxiste, la grande question c'est le profit dans la santé. Regarde là le beau. Si vous êtes néoclassique, c'est la théorie du choix. Est-ce que les individus sont capables de choisir la bonne santé? Et si vous êtes prix Nobel d'économie, des idées, des innovations font des innovations dans la santé. Donc l'IA va révolutionner la santé. Deuxièmement, je vous propose un renversement complet. Et si le travail avait pour but de créer l'humanité? Et l'humanité, ça se crée par quoi? Ça passe par une culture qui nous permet de nous comprendre. Oui, encore, c'est très important. L'éducation et la santé. Grosso modo, tout le travail qui produit le fait que nous sommes des humains. Et il y a une très très belle synergie entre l'éducation et la santé. Beaucoup d'études montrent que si vous êtes éduqué, vous prenez plus facilement en compte vos impératifs de santé, vous avez une meilleure santé, vous savez utiliser la santé, et cela allonge l'espérance de vie qui rentabilise
l'éducation. Vous voyez, lorsqu'on mourait au Moyen-Âge à 30 ans, l'investissement. Voilà. Et la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que ça vaut même pour l'économie du développement. L'économie du développement montre que si vous éduquez les mères, indépendamment même des mouvements de biens, ça va favoriser le développement. Donc, vous voyez, cette théorie, elle est puissante, si vous voulez. Elle n'est pas née occidentale. Troisième résultat, je vais vous dire, Michel et moi, on étudie l'économie américaine de très longue date. Alors, je vais vous décrire. En 1970, nous avions raison de penser que le Fordisme était le moteur de l'économie. Parce que dans la décomposition en trois parties, bien fordiste, finance et services d'entreprise et anthropogénétique, la primauté, c'était 17,85%, c'était le Fordisme, et la finance était 3%. Point de bascule, 1990, le modèle anthropogénétique. Alors, oui, aux États-Unis, vous savez que la culture est marchandisée. Hein. Donc, on met dans le chiffre toutes les industries du divertissement. Oui, et c'est absolument considérable. Alors, le capitalisme a conquis la culture. Dans la société traditionnelle, la culture se transmettait par des traditions personnelles. Dans le capitalisme, il en a fait une source de profit. Eh ben, le modèle anthropogénétique, 90, c'est 20% du PIB, alors que vous pensez sans doute que c'est la finance qui dominait. Non, la finance est dominée, elle n'était que 17,8%. Et alors, la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que vous croyez tous que la conjoncture américaine est dominée par la finance. Et c'est vrai que nous sommes en train de vivre une magnifique bulle de l'IA. Mais de façon sous-jacente, si vous faites une série séculaire, quel est le seul secteur qui n'a jamais connu de récession, sauf un tout petit peu d'années 30, c'est le secteur anthropogénétique. Derrière les bulles, vous avez cette tendance longue. Et comme les économistes sont devenus court-termistes, ils ne la détectent pas, parce que c'est le... Et alors, chose tout à fait intéressante, ce modèle est anticyclique. Grosso modo, vous voyez, le système de santé et d'éducation, heureusement, n'est pas synchronisé au cycle économique, ce qui stabilise les bulles. Quatrième résultat, quel est à mon avis le pays le plus avancé dans ce modèle? Je vais éviter le Danemark, dont tout le monde parle, je vais vous parler du Japon, qui est complètement maîtrisé par mes collègues macroéconomistes, en stagnation depuis 90. Attention, c'est le pays dans lequel, en dépit d'une quasi-stagnation depuis 30 ans, l'espérance de vie en bonne santé n'a jamais cessé de croître, au point d'atteindre des records du monde. Donc, hélas, ce pays est un peu misogyne, et les femmes étant discriminées sur le marché du travail, la fertilité est basse. Donc, vous voyez, tout modèle a ses contreparties. Mais alors, dernier point, c'est le pays qui nous a appris à vivre avec une dette publique de 200% dans le PIB. Vous voyez pourquoi c'est... Et alors, donc, le Japon, paradoxe. Alors, car le système politique, je vais vous décevoir, est gérontocratique. Non seulement les dirigeants sont vieux, pas la première ministre actuelle, mais les partis tiennent énormément compte des vieux. Et ben voilà, vous avez les conditions politiques de ce modèle dans lequel avoir l'appui de la population. Alors, et le taux de vieillissement est monumental. Le pays le plus avancé dans le vieillissement, c'est bien sûr le Japon. Donc, réhabilitons le Japon. La théorie de la création, c'est une théorie de institutionnalisme historique modelé par la politique. Et vous voyez très bien que vous avez des divergences considérables. Donc, si on s'arrête, alors je vais comparer Japon, États-Unis, Union européenne. Si on s'arrête à 90, on peut avoir l'illusion que c'est la croissance qui a donné les moyens de financer la santé. Donc, en quelque sorte, la santé était dominée. Depuis les années 90, si on regardait bien les chiffres, c'est la santé, l'éducation et la culture qui mènent le jeu. Et la divergence est monumentale. Stagnation de la production de biens matériels, hausse permanente de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Et la chose qui est tout à fait intéressante, quel est le plus mauvais élève? Ce sont les États-Unis, qui dépassent une zone énorme, très inégalitaire, alors que le style de vie japonais, la diète japonaise, la façon de construire la famille, font vivre très vieux les Japonaises et les Japonais. Du coup, maintenant, la pandémie arrive. Les courbes sont impressionnantes. Vous avez un creux aux États-Unis, un peu équivalent à celui qu'on observait avant la chute de l'Empire soviétique, une mortalité terrible. Quel est le pays qui traverse ceci sans aucun argument? C'est le Japon,
qui étaient parfaitement accoutumés à traiter des épidémies, etc. Et l'Europe est au milieu. Et je termine, je vais presque tenir dans les temps, à peine reconnu ce modèle de crise. Il y a 3 crises qui gèrent. Celle des États-Unis, la concurrence est telle qu'un tiers des revenus consacrés à la santé, ce sont des dépenses de publicité pour attirer des nouveaux clients. Une déperdition, 19% du PIB. Et c'est le pays qui a, dans les 3 pays comparés, la progression la plus modeste et une chute abyssale avec la Covid. Quel est le problème? Le libéralisme ne peut pas traiter ce modèle anthropogénétique. Et vous voyez, c'est une conclusion très forte. Si on cherche des biens communs, je peux vous assurer que la privatisation de la santé et de l'éducation ne sera pas la solution par rapport à ce modèle. L'Europe, l'Europe a socialisé. Nous avons, on décide au Parlement du budget de la sécurité sociale. Comme tout ce modèle est socialisé, l'éducation est presque gratuite, la santé l'était jusqu'aux amendements récents, et même certaines infrastructures culturelles étaient publiques. Arrive la stagnation de la croissance qui frappe l'Europe, et alors l'ajustement se fait sur les dépenses publiques, donc le modèle anthropogénétique. Alors le drame de l'Europe est le suivant. Mes collègues américains l'appellent welfare capitalisme, et ils l'admirent d'ailleurs. Les Européens n'ont plus les moyens de se payer un capitalisme du bien-être. Je termine par la relation au travail, la tradition. J'ai écrit un papier dans Sociologie du travail sur l'idée comment se fait-il que les travailleurs essentiels soient les moins bien payés? Et parmi ces travailleurs les plus essentiels, vous avez tous ceux du secteur de la santé. Quels sont les 2 secteurs les plus mal payés en France? C'est les restaurants et hôtels, et tous ceux qui participent. Alors, les chiffres sont absolument impressionnants. Si vous voulez gagner beaucoup, allez dans la finance. En 2017, 3 069 €. Et alors, si vous êtes dans la santé publique, l'enseignement, 1 800. Donc, les politiques européennes sont allées vers la destruction de ce modèle. Vous voyez, vous comprenez très bien pourquoi on n'arrive plus à recruter des enseignants, on n'arrive plus à faire de ça, parce que l'ajustement de ce modèle qui était au cœur, là, est sabordé silencieusement. Et alors c'est une crise au sens marxiste, une très très grande crise, puisque le serpent se mord la queue. La cohésion européenne reposait sur ce système, et pour le défendre, on le détruit. Je vous laisse sur cette pensée pour analyser la pauvre conjoncture française. Merci Robert. On essaiera d'échanger un peu tout à l'heure parce que les points de vue ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est intéressant. Alors, je vais passer la parole donc à Pierre-Noël qui va à la fois jongler avec sa présentation et le fait qu'il recueille vos remarques. Pierre-Noël Giraud, je pense que beaucoup d'entre vous aussi le connaissent. Il a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle L'homme inutile. Il a écrit d'autres choses avant, mais et donc son dernier livre porte sur l'économie. Le sous-titre, c'est Économie politique du temps, c'est ça? Des usages du temps. L'économie politique, des usages du temps. Et donc le sous-titre, le titre, c'est du pain ou des jeux. Donc je te laisse la parole. Non, les deux. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Oui, il ne faut pas choisir. Je te laisse la parole. Bon, écoutez, je vais un peu donner un angle de vue sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, cette profonde transformation structurelle des besoins, finalement, mais à travers la question du temps. Quel usage fait-on de notre temps, à la fois collectivement, mais aussi individuellement? Alors, parlons d'abord du temps collectif. Que faisons-nous de notre temps? Et d'abord, ce temps, comment se répartit-il en 3 types d'usage du temps? Le temps de travail salarié ou entrepreneurial qui fournit un revenu, le temps de travail domestique qui est tout à fait essentiel à la reproduction de la vie matérielle mais qui ne fournit pas de revenus, mais qu'on peut éventuellement échanger contre du revenu en utilisant les services à domicile, et puis le temps de loisir. Bon.
Alors, entre 1920 et 2020, la productivité du travail en France, c'est-à-dire le PIB par heure travaillée, a été multipliée par 16, multiplié par 16. Et cette énorme augmentation de la productivité du travail, contrairement à ce qu'on pense, on l'a très raisonnablement partagée en deux. C'est-à-dire la moitié était consacrée à augmenter la production matérielle, le PIB, par habitant, et puis la deuxième moitié était utilisée à diviser le temps de travail salarié par deux. Divisé par deux en un siècle. Et aujourd'hui, un individu dans les conditions, disons, moyennes actuelles, espérance de vie actuelle, temps de travail salarié, c'est-à-dire annuité pour cotiser, pour avoir une retraite aux normes actuelles, 42, 44 ans. Bon. Et travaillant en tant que salarié aux normes actuelles, 35 heures par semaine, quel pourcentage de sa vie éveillée, pas 24 heures, simplement 16 heures, 8 heures de sommeil, quel pourcentage de sa vie éveillée passe-t-il à travailler tout au long de sa vie, de sa naissance à sa mort? 14%. 14%. Bon. Plus le travail domestique. Il y a du travail aussi. En 1920, c'était 30%, aux conditions de 1920. Pour un ouvrier de Germinal, c'était 60%. Autrement dit, il faisait que travailler, quoi. Il mourait au travail. Bon. Donc ça aussi, ça vous donne une idée de l'évolution des usages du temps depuis un siècle, et ce que nous avons fait très collectivement de cet usage du temps. Donc, la productivité s'est partagée en deux. Bon. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que ça va... Alors, premièrement, ça nous a laissé beaucoup plus de loisirs. D'autant qu'en plus, il y a des gens, c'est décrit dans mon livre, qui ne sont pas insérés sur le marché du travail et qui donc, en fait, ont beaucoup de temps. Et ce temps libre, évidemment, il fait l'objet d'une bataille acharnée pour être capté et marchandisé par les plateformes. Voilà. Donc ça, c'est tout un champ de lutte tout à fait nouveau dans l'histoire, si vous voulez. C'est défendre son temps libre, voilà, contre des agressions insupportables et éventuellement très néfastes, surtout quand on les subit très jeune et que ça modifie votre appareil cognitif. Bon, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Les autres besoins, on les a évoqués. Bon. D'abord, il faut qu'on consacre beaucoup plus de temps à l'exploitation de la nature. Parce que si aujourd'hui on détruit les milieux naturels, c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps à exploiter la nature. Moi, je suis parmi les gens optimistes qui pensent que, comme la population mondiale de toute façon va stagner à 11 milliards d'hommes, puis décroître, la nature est suffisamment abondante pour nourrir correctement ces gens-là et même leur permettre de se déplacer, parce que la mobilité, à mon avis, est un droit fondamental. Bon. Mais il faut y consacrer beaucoup plus de temps. Pour faire court, si on veut une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, qui n'utilise pas des produits dangereux, eh bien, les rendements vont chuter, puisque la dynamique actuelle, et depuis toujours, c'était l'augmentation des rendements agricoles, sous l'effet de la compétition internationale, mais aussi de la compétition bien analysée par Ricardo, entre paysans, où les paysans pauvres disparaissent en permanence au profit des paysans riches qui, eux, accroissent de plus en plus leurs terres et leurs moyens de production. Donc il va falloir 2 fois plus de paysans, 3 fois plus de paysans pour avoir cette nourriture saine pour nous et pour l'environnement. Si on veut des objets qui durent longtemps, qui ne soient pas sous l'obsolescence programmée, donc qui durent longtemps, qui soient recyclables, réparables facilement, bon, la batterie va plus, je l'enlève, clac, j'en remets une autre. Ça va d'abord demander plus de temps, parce que ces objets vont être plus chers. Alors ensuite, ça fera gagner du temps.
puisqu'ils sont plus durables. Bon. Mais quand même plus de temps. Alors, quant aux soins, mais alors là, pas la wellness, là, la vieillesse. Bon, et bien écoutez, moi j'ai fait le calcul. Dans un EHPAD, si vous voulez que quelqu'un qui est en dégénérescence cognitive, quelle que soit la forme, Alzheimer, sclérose en plaques, tout ce que vous voudrez, soit traité correctement, humainement, il faut en tout une personne par patient. Une personne représentant les aides-soignantes, les infirmières, les médecins de contrôle, les femmes de ménage, voilà. Bon. Une personne. Combien de millions il y en a déjà aujourd'hui? Et combien de millions il y en aura dans 20 ou 30 ans? Bon, c'est énorme. Bon. Voilà, alors je reste là pour montrer que la croissance de ce type d'activité que moi j'appelle avec d'autres d'activités de soins, soins de la nature, soins de soi, la base matérielle est une question, la base matérielle de tout ça continue à exister, c'est-à-dire pour faire tout ça, il faut des terres rares, il faut de l'énergie décarbonée, bien entendu, mais le temps qu'on y consacre, il faut des artefacts, des objets matériels. Le temps qu'on y consacre est beaucoup plus limité. Donc on l'utilise à autre chose ou on prend des temps de loisirs. Bon. Mais la question de fond, et je vais en terminer par là, la question de fond est de savoir si ces besoins nouveaux et croissants peuvent être assurés par le système capitaliste, c'est-à-dire par des entreprises en concurrence cherchant à maximiser leurs profits, ou non. Alors moi, je pense que la réponse tient à la question de la qualité de la relation. Voilà. Michael Sandel a dans un livre qui a été un best-seller mondial encore plus important que celui de Piketty, What Money Can't Buy, a expliqué que quand une relation est marchandisée, ça peut, dans certains cas, quand vous achetez un paquet de cigarettes, c'est pas le problème, mais quand il s'agit de se faire soigner, que la relation soit marchandisée l'altère, la dégrade. Voilà. Et donc c'est ça la question, c'est-à-dire dans tout ce vaste espace, qu'est-ce qui va relever, si on veut préserver l'essentiel qui est la qualité de la relation, d'un secteur qui est nécessairement non orienté par le profit? Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'État, ça peut être des associations, ça peut être des fondations, comme la fondation Bill Gates. La fondation Bill Gates, elle crée de la santé, un bien public, mais pas dans un objectif de profit, au contraire. Eh bien, voilà, c'est ça qui me paraît la question fondamentale. Je pense que le secteur, disons, public et parapublic, forcément doit augmenter. Je n'ai pas parlé d'enseignement, mais c'est pareil. C'est pareil. Un point qui m'a frappé, c'est que toutes les grandes universités américaines ont quitté les 10 premières places de classement de Shanghai. Au profit de qui? Des universités chinoises. Et Michael Sandel, qui est prof à Harvard, bien sûr, dit lui-même qu'il est très inquiet parce que Harvard, de plus en plus, vend des diplômes et donc vend des réseaux et fait de moins en moins de recherche. Parce qu'ils sont quand même gouvernés par le profit. C'est quand même très significatif. Hein, ça, c'est en 20 ans. Bon. Les scandales qu'il y a autour de l'enseignement privé en France sont bien connus. Bon. Voilà. Alors, je ne parle pas du temps individuel parce que j'ai pas le temps, mais c'est ça la question qui me paraît fondamentale quant à l'usage de notre temps collectif. C'est une des questions. À mon avis, il faut fortement restreindre la sphère capitaliste pour pouvoir atteindre ces objectifs. Moi, je pense que c'est possible. Je suis pas révolutionnaire au sens où je dis ça, c'est tant qu'il y aura le capitalisme, on n'arrivera à rien. Non, je pense pas ça. Je pense qu'il est quand même en partie réformable. Voilà. Merci Pierre-Noël. Bon, vous voyez qu'on tourne autour d'une question qui est un peu là, moi je la résumerai un peu de la manière suivante. On a ne fût-ce que parce qu'il y a une saturation de moi ce que j'appelle l'économie des objets, parce que les gains de productivité font qu'on produit ça, ce dont on a besoin ou même ce dont on n'a pas besoin en base matérielle de plus en plus vite, et on se retrouve donc avec beaucoup de temps libre. Donc ça crée cet appel d'air pour ces secteurs nouveaux.
volontairement, je suis parti sur la wellness parce qu'à mon avis, c'est un peu au cœur du sujet. C'est très largement marchandisé. Et la question, c'est donc il y a un appel d'air là formidable pour le nouveau capitalisme, en particulier le capitalisme des plateformes, qui d'ailleurs l'a bien compris, hein, qui est embusqué par rapport à ça. Et en même temps, le constat qu'on fait, c'est que ça ne peut pas complètement, en tout cas bien marcher sur le modèle marchand. Et donc on arrive à cette question un peu vertigineuse, c'est de dire, au fond, est-ce qu'il faudrait que l'État social, non seulement perdure, mais se développe encore davantage? C'est une question que je pose. On va passer la parole à Juliette, parce que, évidemment, la question du travail par rapport à ça a déjà été évoqué. Les travailleurs essentiels, pourquoi est-ce qu'on les a découverts là au moment du Covid, enfin découverts? Pourquoi les gens de la santé, et en particulier ceux qui font les boulots les plus durs dans les EHPAD ou des endroits comme ça, pourquoi les enseignants et ceux qui font les boulots les plus durs, les instituts par exemple dans les quartiers difficiles, pourquoi ils sont les moins payés, quoi, voilà. Donc moi je pense que là il y a un sujet absolument central pour le syndicalisme de manière générale et pour notre société. Juliette. Tu as déjà commencé mon intervention. Alors, je ne t'ai pas complètement présenté, puisque donc j'ai dit que tu étais économiste, et aujourd'hui, ta fonction, c'est d'être secrétaire confédéral à la transition juste. Transition écologique juste, effectivement. Transition écologique juste et fondamentale. Et je vais essayer d'illustrer un petit peu, à travers le combat de la CFDT et son projet, les propos dans lesquels, pour partie en tout cas, la CFDT s'inscrit, les propos que vous avez tenus tous les trois. Peut-être que c'est important par rapport aux trois interventions qui viennent d'avoir lieu, que je situe un petit peu mon propos. Donc, comme tu disais, je suis en charge de la transition écologique juste pour la CFDT, qui est la première organisation syndicale française, tous secteurs confondus, donc dans tous les secteurs, publics, privés, et dans tous les territoires. Et le syndicalisme CFDT, c'est un projet sociétal, défendre les travailleurs, leurs intérêts, mais encastré dans un projet de société au service du progrès social et environnemental. Donc c'est bien un syndicalisme de transformation. Et je crois que c'est là le point de départ et peut-être en tout cas la légitimité de ma présence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, pour arriver à construire du progrès social et environnemental, on a bien plusieurs trajectoires à emprunter, et ça a été dit par Pierre Veltz au démarrage, c'est-à-dire que, pour reprendre ses propos, arriver à une économie humano-centrée, il peut y avoir plusieurs trajectoires possibles, humanistes ou totalement industrialisées autour du soin et du bien-être, mais pas forcément au service de l'humain, comme il l'exprimait. Et la transition écologique, elle met bien en lumière ces propos-là. C'est-à-dire que pour décarboner la mobilité, par exemple, je vais essayer d'illustrer tout ça, pour décarboner la mobilité, on peut délocaliser, d'ailleurs c'est la stratégie des constructeurs aujourd'hui, de délocaliser des productions, de marger, de maximiser les profits, maximiser les dividendes des actionnaires, en construisant des véhicules ultra puissants, suréquipés, et donc très impactants environnementalement, et inaccessibles pour la population, les citoyens qui ont besoin de décarboner leur mobilité et n'ont pas besoin de véhicules ultra puissants. Et donc, vont délaisser les productions dans les territoires au détriment de l'emploi, au détriment de la qualité du travail en France et en Europe, et abandonner la production de petits véhicules dont on a besoin pour décarboner la mobilité. Donc là, on voit bien l'imbrication des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, on voit bien les deux trajectoires qui peuvent être empruntées. L'une d'elles n'est absolument pas humano-centrée, pour reprendre les propos, et l'autre met au cœur de sa trajectoire de transformation les enjeux de travail, d'emploi et les besoins sociétaux, en particulier là, celui de la mobilité que je viens de mobiliser pour illustrer mon propos. Et donc, le travail de la CFDT, son combat, ça va bien être au cœur de ces transformations qu'elle vise pour plus de progrès social et environnemental, ça va être de mettre les questions, les enjeux
les préoccupations des travailleurs, des citoyens au cœur de des trajectoires de transformation. La transition écologique, elle va un peu, elle illustre ce propos de manière encore plus marquée, c'est qu'elle donne à voir que si on ne met pas ces préoccupations-là au cœur de ces trajectoires de transformation, on n'arrivera même pas à mettre en œuvre une transition écologique, en fait, in fine. Ça a été dit, pour rénover des logements, les isoler thermiquement, énergétiquement, pour faire du report modal, pour mener une politique agricole qui vise une alimentation durable, accessible à tous, y compris financièrement, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir besoin de travailleurs. Ces activités vont devoir croître, peut-être que ça pose effectivement la question du modèle économique qu'il y a derrière, de la question des rendements, mais ces activités vont devoir croître. Et l'économie va devoir s'orienter vers ses besoins sociétaux. C'est un petit peu le logiciel du secrétariat général à la planification écologique qui posait voilà le nombre d'emplois dont on a besoin pour mieux se loger, mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux produire, puisqu'il embarquait aussi les enjeux d'économie circulaire. Et donc, en fait, on voit bien tout de suite que lorsqu'on pose cet objectif-là en finalité de l'économie, pour pouvoir arriver à encastrer notre modèle de développement dans les limites planétaires, à l'échelle française, ne serait-ce qu'à l'échelle française, ça veut dire créer 800 000 emplois. Création de 800 000 emplois, plus tous les autres qui vont devoir muter, 2,5 millions, si je cite toujours, je conserve les mêmes sources du SGPE, 2,5 millions de salariés qui vont devoir être formés. C'est considérable. Et quand on pose... et puis tous les travailleurs qui vont devoir être accompagnés parce que forcément, il n'y aura pas autant d'emplois dans le thermique que dans l'électrique. Il ne s'agit pas de remplacer tout notre parc automobile du thermique par de l'électrique. Et donc, comme ça a été dit, il va falloir pouvoir accompagner aussi ces travailleurs dans les mutations. Le problème, c'est que pour ces travailleurs qui sont dans les secteurs essentiels à la transition écologique, et j'en viendrai aux travailleurs essentiels plus largement, mais les travailleurs qui sont dans les secteurs stratégiques à la transition écologique, en fait, on retrouve énormément de métiers, le bâtiment, je l'ai cité, des travailleurs qui travaillent dans des conditions de pénibilité importantes, avec des parcours de rémunération peu satisfaisants, et une reconnaissance sociale largement insuffisante également. Et donc, on parle là des métiers qui vont faire en sorte d'assurer la viabilité, en tout cas la survie de l'humanité, si on veut continuer à pouvoir répondre à nos besoins essentiels. Le corollaire, c'est que lorsqu'il y a, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, lorsqu'il y a un aléa climatique, des inondations, une canicule, par exemple, une tempête. En fait, on va retrouver à nouveau des métiers sur lesquels aussi on va avoir du mal à recruter. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais les métiers du care, des secours, les métiers de services de proximité, dont les commerces, tous les métiers en fait qui ont été essentiels pour assurer la continuité de notre système socio-économique, par exemple, pendant la crise sanitaire. On retrouve exactement les mêmes métiers. On retrouve exactement les mêmes pénibilités, le manque de parcours de rémunération peu satisfaisant. On retrouve des organisations du travail pénibles et donc des difficultés de recrutement, exactement comme les métiers qui sont les travailleurs dans les secteurs stratégiques à la transition écologique et à la décarbonation. Là, on serait plutôt sur le volet adaptation. On va retrouver ces mêmes difficultés d'attractivité, de recrutement et de fidélisation. C'est-à-dire que, y compris pour la rénovation thermique, par exemple, on va former des gens qui ne resteront pas dans le métier pour lesquels ils ont été formés. Et donc, on se fixe des objectifs parce qu'on doit se les fixer. C'est bien ça la spécificité de la transition écologique. Ce n'est pas porté par le marché, ça n'amène pas juste par l'innovation, destruction créatrice. Il faut s'imposer des objectifs de transformation, temps de rénovation thermique, par exemple, au niveau français, et donc, quelle force vive on met en face. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas la capacité d'arriver à nos objectifs parce qu'on a des politiques, que ce soit industrielles ou économiques, qui ne mettent pas les préoccupations des travailleurs, des citoyens
comme finalité au cœur de ces politiques. Peut-être que pour terminer mon propos, pour revenir sur ces imbrications entre l'économie humano-centrée et la transition écologique, et pourquoi la CFDT s'inscrit vraiment dans cette approche, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs, finalement, c'est pas que les travailleurs issus de la présents dans les secteurs stratégiques à la transition écologique, ce n'est pas que les travailleurs des entreprises d'administration qui sont dans des métiers qui visent à assurer la continuité des systèmes économiques et sociaux en cas d'aléa, c'est tous les travailleurs qui vont devoir transformer leurs pratiques pour intégrer les enjeux environnementaux, leur impact environnemental et préserver leur environnement. Et ce qui veut dire s'appuyer inévitablement sur l'expertise des travailleurs. Celui qui est le plus expert de son travail, c'est le travailleur. Je prends un exemple pour illustrer. Intégrer le vrac dans les cantines, les restaurations collectives, par exemple, ça nécessite de transformer la manière de faire. On ne mesure pas ce que ça implique dans la transformation de l'organisation, de l'activité de travail. Si faire du vrac, ça veut dire qu'il faut un couteau pour couper le fromage, tout bêtement. Enfin, je veux dire, faut tout repenser, tout transformer. Ce qui veut dire qu'au niveau du travail, sur l'espace de travail, il va falloir reposer de l'horizontalité, des espaces de coopération, du dialogue professionnel pour pouvoir porter ce qu'identifie, porter l'expertise du travailleur et l'intégrer dans cette transformation qu'on doit mener pour arriver à l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire moins de plastique, par exemple, dans les cantines. Et donc, ça va passer une économie humano-centrée, ça va nécessairement passer par plus d'autonomie, plus de démocratie au travail également. Je ne sais pas si j'ai été au-delà de mes 10 minutes. Non, je ne crois pas. Sinon, je poursuis après. Non, c'est bon. Mais si tu veux rajouter... très bien. Merci beaucoup à Juliette. On se donne un tout petit peu de temps pour échanger, si vous avez des réactions de ce qu'on s'est dit ici. Mais après, on va très vite vous passer la parole, je pense, pour la discussion. Tu veux oui, réagir ? Il y a deux façons de prendre ce temps additionnel. Soit je réagis à ce qu'ont dit mes collègues, soit j'apporte des précisions à ce que je voulais dire. Mais comme je suis assez largement d'accord avec ce que vous avez dit, je vais plutôt apporter des précisions un peu provocantes pour rejoindre l'actualité, peut-être. Bon. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il faille socialiser tous les secteurs industriels et des services parce que ils sont quand même très innovants. Alors vous me direz, oui, mais en Chine, ils sont aussi très innovants. Mais oui, mais il y a aussi des mécanismes de marché et d'attraction par le profit dans le système d'innovation chinois. C'est très contrôlé par le Parti communiste. Mais le ressort, la force, c'est ça. C'est que vous avez le contrôle étatique et la force, à la Milton Friedman, de l'initiative individuelle, etc. Bon. Plus l'idée très confucéenne de ne jamais tuer personne dans les pires situations de conflit politique, parce qu'on ne sait jamais, on peut en avoir besoin plus tard, quoi. Donc, c'est comme ça que Mao Tse-tung a mis Deng Xiaoping dans un coin, alors que les gardes rouges voulaient lui faire son sort. Bon. Mais comment financer malgré tout ce qui apparaît comme une augmentation de la sphère d'un secteur public ou associatif, encore une fois, non-profit. Il faut le financer. Ce qui nous amène à la fiscalité, et en particulier à la fiscalité des plus riches. Alors moi, je trouve que la taxe Zuckman est injustement critiquée pour de mauvaises raisons. Il paraît qu'Aguillon a dit récemment que vraiment en France, le grand public n'est pas formé à l'économie, mais il aurait pu ajouter, mais les hommes politiques non plus. Mais néanmoins, je pense qu'on pourrait faire mieux en taxant les très grands patrimoines à l'héritage. C'est-à-dire que
quelqu'un qui a des milliards, soit quand il meurt, soit s'il veut régler sa succession avant, il va laisser, disons, 30 millions à chacun de ses enfants. On peut se débrouiller dans la vie avec ça. Les enfants auront plus que ce qu'ont eu les parents quand ils ont décidé de bâtir leur fortune. Et puis tout le reste, on leur laisse le choix. Soit vous versez ça à une banque publique d'investissement qui va investir massivement dans les biens publics comme le climat, soit vous le faites vous-même, comme ont fait Bill et Melinda Gates. Ils ont mis toute leur fortune dans une fondation qui, de sa propre initiative, produit des biens publics, en l'occurrence la santé. Bon, on peut discuter de sa politique, etc. Évidemment, si on généralise ça, il faut que l'État donne un cahier des charges. Et voilà. Vous faites la fondation que vous voulez, à votre nom, mais vous allez agir dans tel ou tel secteur, donc on y va, santé, éducation, environnement. Et oui, donc ça donne corps à ce deuxième corps d'action pour la société humano-centrée, qui est non pas l'État lui-même, mais la société civile, organisée dans des associations qui ont cet objectif. Vous voyez, voilà. Oui, moi, tu nous mets sur une pente un peu dangereuse là, parce que j'ai peur que la discussion... Non, c'est un sujet qui est... Tous les sujets sont liés, mais si on revient un peu au cœur de notre sujet, moi je voulais ajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire au début, à savoir, bien entendu, il ne s'agit pas de... le marché fait son boulot, il y a une base matérielle qui va rester, le marché, ses mécanismes d'innovation, etc., que ce soit sous la forme occidentale ou sous la forme chinoise, ont montré qu'une certaine efficacité. Parle plus devant le micro. Ah pardon, mais pourtant je suis assez près du micro. J'ai dit que il y a une base matérielle qui va rester, mais il faut quand même voir que, par exemple, en matière de valeur ajoutée, comme en matière d'emploi, et surtout en matière d'emploi, on assiste déjà à des déplacements considérables. La fabrication de la base matérielle, ce que j'appelle moi l'économie des objets, les gains de productivité dont on a parlé, qui ont été massifs dans le passé, ils vont continuer, ils vont être encore plus massifs, à mon avis, dans le futur. C'est-à-dire que les usines, bon, moi je suis un partisan de la réindustrialisation, mais la réindustrialisation ne va pas, même si elle marche, elle va créer très très peu d'emplois, parce que les progrès dans l'automatisation, et ça va être un des impacts, à mon avis, d'intelligence artificielle, c'est que la production matérielle va être massivement, plus que ce qu'on imagine, automatisée. Donc il n'y aura plus d'emplois. Les emplois, mais aussi la valeur ajoutée, ils vont être dans ces secteurs que moi j'appelle humano-centrés, hein, c'est-à-dire le care, l'alimentation de qualité, qui suppose beaucoup de travail humain en amont, l'éducation et tout ce qui va avec, le divertissement, tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup moins automatisables, évidemment, hein, par définition, que la production d'objets. Donc, de toute façon, on va vers une société où ce type d'emploi et cette valeur ajoutée, elle va être dans ces secteurs-là. Le problème, à mes yeux, c'est de savoir si on va pouvoir continuer à financer ça et à fonctionner sur le mode de la prolongation de cette très belle chose européenne, hein, dont on a tous à être fiers, qui sont l'État social, et dont Robert nous a dit que, à son avis, ce n'était pas vraiment compatible avec un système capitaliste marchand, alors que ça devrait être au cœur de nos sociétés, on était rentré en crise là-dessus. La question, moi, je la pose de manière un peu provocante, c'est-à-dire, si on nous avait dit il y a 50 ans que les prélèvements obligatoires seraient de l'ordre de la moitié du PIB, on aurait dit non, c'est pas possible. Hein. Est-ce qu'on va vers des sociétés où la socialisation pourrait toucher 75-80% de l'activité? Une question qu'on est en droit de se poser. Je n'y réponds pas. Il faudrait qu'on se lance dans une quantification un peu précise de tout ça. Ouais. Moi, j'ai peut-être une réaction. Je suis désolée, du coup, je parle plus près de mon micro, donc je prends la parole.
ce que disait Pierre Havel sur les opportunités d'emploi, notamment dans les potentiels d'industrialisation et de réindustrialisation, parce qu'il n'y a pas que la réindustrialisation, j'insiste sur ce point, il y a des opportunités d'emploi, de développement économique à aller chercher dans la transition écologique. Et ça, la CFDT, elle le porte très fort. Aujourd'hui, on ne va pas les chercher pour des raisons multiples. Une politique industrielle tournée vers les donneurs d'ordre. J'ai pris l'exemple de l'automobile, mais on pourrait porter cette même analyse sur d'autres secteurs, l'agroalimentaire par exemple. Et puis, un manque de coopération entre les filières au niveau européen qui, normalement, devrait, et on l'a fait un petit peu sur les batteries, on a construit une filière européenne de la batterie, mais il faudrait pouvoir le faire de l'amont jusqu'à l'aval, c'est comment en Europe on construit une politique industrielle au service des besoins sociétaux dont je parlais tout à l'heure, avec des filières coopératives, avec un contenu local européen. Ça, c'est une proposition que la Commission européenne a portée plus récemment, avec des filières, des barrières à l'entrée pour préserver aussi les intrants et l'amont, et pas penser que l'aval, et donc avoir une base productive dont on a un potentiel de développement et pas uniquement de récupération de l'étranger. Et je pense que, je pense qu'il faut quand même insister sur ce volet, même si oui, il n'y a pas autant d'opportunités d'emploi qu'il y a pu y avoir à une certaine époque. Et pour terminer mon propos, ça veut dire anticiper, donc porter ces opportunités-là, aller les chercher, et ensuite anticiper pour tous ceux qui ne pourront pas travailler dans ces secteurs-là, anticiper leur parcours pour pouvoir penser d'autres parcours dans d'autres secteurs qui sont tout aussi porteurs de bien-être au sens humaniste et pas... Oui. Tu nous fais passer les questions de la salle? Alors, on passe aux questions de la salle. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Il y a même quelqu'un qui, après 7 minutes de conférence, a dit « Je suis désolé, je ne comprends absolument pas ce que vous dites ». J'espère qu'il ou elle a compris dans la suite. Donc, si je prends un peu dans l'ordre des questions qui sont arrivées, le néolibéralisme est-il soluble dans l'économie humano-centrée? Bon, je pense qu'on a largement répondu. Donc, sauf si tu veux ajouter un mot. La concurrence, le libéralisme, c'est une doctrine, y compris politique. Ce qu'on va dire, c'est que la concurrence de tous contre tous va contre ce modèle humano-centré. Voilà, je veux dire, et va vers les rémunérations dans les secteurs les plus élevés. Et donc, du fait de cette domination de ce principe, tue dans l'œuf le projet que vous venez d'esquisser. C'est ça, à mon avis, qui me paraît très, très inquiétant. Ce n'est pas la doctrine qui a failli, c'est la réalité de la concurrence. Alors, une autre question qui peut-être s'adresse à Pierre, toi qui es le plus technologue de nous tous. Est-ce que l'infrastructure matérielle, jusqu'à l'infrastructure logicielle, il y a donc tout ce qui est la production de matière et d'artefacts, etc. Est-ce qu'elle peut évoluer dans un sens favorable à l'économie humano-centrée? Et que faire pour la faire évoluer dans ce sens? J'ai un peu interprété la question, mais je crois que c'est ça la question. La base matérielle de tout ça. Il y a plusieurs aspects dans la question. Et un premier aspect, c'est que, si je reprends cette notion un peu bizarre, peut-être un peu vague, qui n'est pas standard en économie, d'économie des choses, des objets, quand même, ça s'appelle l'industrie en général. Moi, mon idée, c'est que si on veut aller vers une société plus durable, il faut la faire décroître. Je ne suis pas du tout décroissant dans un sens général, mais je pense qu'on croule sous une suraccumulation d'objets. On n'a pas besoin de tous ces objets. On n'a pas besoin de SUV. On n'a surtout pas besoin de voitures où la moitié c'est de l'électronique pour des fonctions dont on ne se sert pas. Voilà. Enfin, il y a quand même... Le point de départ, quand même, c'est si on réfléchit, on essaie de réfléchir à la fois à économie et écologie, c'est qu'on est parti dans une trajectoire
suraccumulation matérielle, à mon avis, hein, qui est quand même absurde quelque part. Je ne sais pas si vous connaissez moi c'est un chiffre que je cite souvent. Hein, en matière d'énergie, c'est notre version des esclaves énergétiques de Jean Covici. C'est notre version que je trouve plus parlante. La puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner un être humain, pour vivre, hein, le métabolisme, on appelle le taux métabolique, hein, c'est 200 watts, quelque chose comme ça, hein, entre 100 et 200 watts. Si vous montez le Ventoux à vélo, c'est un peu plus. Vous voyez, mais c'est pas énorme, quoi. Hein. Le cerveau, par exemple, qu'on peut comparer aux intelligences artificielles, vous avez la quantité incroyable d'énergie que va bouffer l'intelligence artificielle. Le cerveau, c'est 20 watts. Vous voyez ce que c'est une ampoule de 20 watts? Donc la biologie sur le plan énergétique est extraordinairement efficace, mais vraiment extraordinairement efficace. C'est le résultat de l'évolution. Maintenant, si je prends ça, c'est Homo sapiens tout nu, quoi. Hein, enfin, habillé éventuellement, mais disons qui respire et se nourrit, vit normalement. Si je prends Homo sapiens technico-social, c'est-à-dire avec toutes les prothèses qu'on s'est construites pour fonctionner dans notre société, c'est plus de 100 watts, c'est 5000 watts. 5000 watts en Europe, 10 000 watts aux États-Unis, c'est beaucoup moins évidemment dans les pays du Sud, et 5000 watts c'est un peu plus que quelques éléphants. Vous voyez, donc est-ce qu'on a besoin de 5000 watts ou 10 000 watts de prothèses? Moi je pense qu'on vivrait, alors vous allez me dire c'est un discours décroissant. Sur ce point-là, oui, j'assume. On pourrait vivre aussi bien avec des artefacts parfaitement utiles, des voitures par exemple qui soient robustes, belles, sûres. Il ne s'agit pas de lésiner sur la sûreté, etc. Et tout ça, on pourrait le faire. Il y a d'ailleurs des simulations qui ont été faites avec beaucoup moins de matière et beaucoup moins d'énergie. En revanche, le temps libéré et l'énergie libérée devraient servir à améliorer notre santé. Dieu sait que les besoins sont énormes, tu l'as dit. Nous, on est à un âge où on a eu des parents en EHPAD. Moi en tout cas, c'est hallucinant de voir effectivement le travail que ça représente, la qualité du travail que ça représente, la complexité du travail que ça représente, et le scandale qui est que ce travail est insuffisant, alors qu'il y a un vrai besoin là. C'est pas comme les SUV. Hein, le tableau de bord d'Airbus que vous avez maintenant quand vous prenez une voiture de location, pas nécessaire. Là, il y a un vrai besoin, et ce besoin, on n'arrive pas à le satisfaire. C'est ça l'idée. Donc la question, c'est quand même, est-ce qu'on peut satisfaire ça? Alors la technologie peut jouer un rôle. Hein, mais enfin, moi je suis quand même très sceptique, vous voyez, sur les robots qui vont s'occuper des petits vieux. Je trouve que pour moi, c'est pas une image de l'avenir qui m'enthousiasme. Hein. Déjà pour moi, mais même de manière plus générale. C'est un peu ce qui se passe au Japon quand même. Hein. Voilà, donc on a besoin, il y a ce déplacement massif vers des besoins de l'individu, de la personne, avec ces énormes ambivalences dont on avait parlé, quoi. C'est-à-dire qu'on en a besoin, mais en même temps, on voit que c'est investi aujourd'hui, parce que les besoins existent, par des formes de marchandisation, notamment des plateformes, qui sont quand même, je pense, fondamentalement perverses. Notamment parce qu'elles vont nous renvoyer, par exemple, sur le plan de la santé, à des face-à-face individualisés, face à des écrans, alors qu'on a besoin de parler à des gens, quoi. Voilà, on a besoin de la médecine du futur. Il y a tout un débat en ce moment sur la médecine et l'IA. Il y a des gens qui vous disent il n'y aura plus de médecins parce que l'IA va tout faire. Pour moi, c'est une dystopie, quoi. C'est juste une dystopie et je pense que ça ne marchera pas, quoi. Donc, or, c'est quand même ce qui se passe, c'est que ces secteurs, que moi j'appelle humano-centrés, avec cette ambivalence, quoi, fondamentale, vous voyez, ils sont d'ores et déjà en explosion. Alors, le yoga, pourquoi pas, très bien. Est-ce qu'il faut le financer pour la sécurité sociale ou pas? Je ne sais pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'ambivalence parce que ça nous renvoie à une société, moi j'appelle ça du narcissisme de masse et qui moi, est une société qui ne me plaît pas, quoi. Bon, alors, merci. Une autre question. Alors, la science économique dispose-t-elle des moyens pour penser les enjeux d'éthique au cœur de nos sociétés?
Alors, je permets de répondre. Dans la question, il y a le mot économie, il y a le mot éthique. C'est pas la même chose, d'accord? C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'éthique de l'économie. Ce qu'on peut demander à un économiste, c'est de dire, vous préconisez de faire ceci ou cela dans telle situation, en fonction de quelles normes? En fonction de quelles normes vous préconisez ceci ou cela? En fonction de quelles normes éthiques, de quelles normes sociales, de quelles normes morales? Moi, c'est ma réponse. Robert? Moi, je serais plus douteux parce que le capitalisme lui-même porte l'idée, le résultat de l'échange est toujours juste, de la concurrence. Donc, il y a une éthique implicite. C'est-à-dire, si M. Elon Musk demande 1 trillion de stock option, c'est qu'il a gagné. Il y a bien un aspect. En gros, le capitaliste crée sa propre éthique. Les vainqueurs ont raison sur les pauvres. Les pauvres n'ont qu'à devenir vainqueurs. Donc, c'est pas explicité, mais elle en a une implicite. Donc voilà, le marché est le juge de paix en dernière instance. Et la Banque centrale peut récupérer tous les désastres des crises financières. Voilà, donc l'État en rappelle, mais le marché impose. Et la hiérarchie des salaires est un bon exemple. Pourquoi la finance gagne? On se partage les dividendes, des rentes. Vous voyez, attendez, je veux dire, c'est très matériel, si vous voulez. Et donc, le trader considère qu'il a gagné son argent, il a bien spéculé. Quoi. Donc, c'est ça. Et cette logique paraît un peu imparable. Ben oui, les processus effectivement à l'œuvre donnent ce mécanisme-là. Alors, il y a eu des tentatives, d'économie morale, etc. Oui, attendez, il y a tout un courant. Mais il a peu joué sur la dynamique du Conseil politique. Oui, conceptuellement, il y a les philosophies économiques, enfin, il y a des revues. Non, il y a des efforts, mais pour le problème que nous traitons, ça n'a pas pour l'instant d'efficacité. Les grands économistes du passé ont été des moralistes. Voilà, si vous voulez, économie morale, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a l'économie morale et politique. C'est impressionnant. Donc, on vient bien de cette matrice-là, mais aujourd'hui, c'est surtout beaucoup plus segmenté, si vous voulez. Bien, vous avez une réponse à cette question? Il y a beaucoup de questions encore. En fin de compte, c'est arrivé là. Alors, bon. Alors, la question, c'est quelle place pour le secteur associatif dans les transitions vers ce dont nous parlons, en particulier dans le secteur dit par certains secteur quaternaire, pour le distinguer du tertiaire classique. Je pense qu'on a répondu, oui, mais, Pierre veut ajouter quelque chose. Je veux compléter par un point, c'est... je pense que le rôle effectivement, des associations, de la société civile est tout à fait important. Je voudrais dire aussi un mot du rôle possible des territoires. Parce que un constat qu'on peut faire, c'est que une économie de l'individu, par exemple en matière de santé, c'est une économie qui va s'intéresser pas seulement évidemment à la cure, mais aussi à la prévention, et qui renvoie, au moins potentiellement, à des prises en charge collectives. Déjà, si vous voulez, quand on va il y a une espèce de dialectique qui fait que quand on va individualiser un besoin, en général, on a besoin d'un système collectif pour le gérer. Si vous prenez le domaine de la mobilité, par exemple, je prends cet exemple-là. Si vous voulez individualiser la mobilité, c'est-à-dire que chacun trouve la combinaison de moyens de mobilité dont il a besoin à l'instant T pour aller là, vous voyez bien que vous avez besoin aussi de systèmes collectifs et que là, l'informatique, les systèmes de données partagés, etc., ont un rôle très, très important à jouer. Donc, on pourrait dire que sous un certain angle, l'économie de l'individu, elle est aussi un peu par nature collective. Et deuxièmement, je pense que les territoires territoires locaux ont un certain rôle à jouer dans ça. Il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites, notamment en Allemagne, où des caisses locales d'assurance maladie ont développé des approches locales un peu collectives en lien avec des associations, par exemple pour développer la prévention. Il y a eu des réflexions de ce genre-là aussi dans un certain nombre de métropoles françaises, à Strasbourg par exemple à un moment donné,
vous voyez que ça nous sort de cette approche purement individualisée du binôme médecin, par exemple, enfin praticien de manière générale, patient, pour une approche plus collective. Et moi, dans mon bouquin qui s'appelle L'économie désirable, j'ai développé présenté un certain nombre de pistes où on voit comment cette économie recentrée sur les besoins essentiels, on répète ça comme ça, hein, la santé, le bien-être, etc., gagnerait à être prise en charge aussi de manière en partie collective, notamment par des biais associatifs ou par le biais d'institutions mutualisées nombreuses, hein, beaucoup dans nos sociétés, notamment dans les sillages de l'État-providence, qui pourraient permettre à ce moment-là des prises en charge plus collectives, qui sont là, encore une fois, en contraste absolu avec la gestion du même sujet par les plateformes, hein, qui, elles, vont s'adresser à nous par écran interposé. Ce qui les intéresse, c'est de récolter le maximum de données par le biais. Enfin, c'est toute la problématique des données médicales, par exemple, hein, qui est quand même extrêmement touchy de ce point de vue-là. Vous pouvez considérer que c'est des bases de données qui vont servir au bien général. Vous pouvez considérer au contraire, et c'est la logique des plateformes, que c'est un moyen parmi d'autres, une nouvelle façon de récupérer des quantités de données, puisque c'est ça leur business de base, hein, c'est de récupérer des quantités de données pour les vendre aux publicitaires d'un côté et aux états de contrôle de l'autre. C'est ça la logique de base des plateformes. Et là, la santé, vous voyez, est un enjeu tout à fait majeur. Donc on retombe sur toujours un peu ces différences de trajectoire. Et moi, le fond de ma pensée, c'est que c'est un sujet qui paraît un peu bizarre comme ça, mais qui est central et sur lequel il n'y a pas vraiment de débat social. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu un débat social un peu sérieux sur ce sujet-là, comment on prend en charge la santé, par exemple les données de santé. Les données d'éducation, c'est un peu la même chose, quoi. Hein, on apprend seul, mais on apprend aussi en groupe, on apprend aussi à travers son environnement, etc. Voilà. Donc, je suis un peu long dans mes réponses. Alors, qu'en est-il de la marchandisation de la relation amoureuse et, dans une autre mesure, de la relation sexuelle, avec les dérives actuelles concernant la pédocriminalité? Comment éviter ces dérives? Alors, c'est vrai qu'il s'agit de relations humano-centrées par excellence. Vous avez un avis là-dessus? Ouais. Moi, c'est des questions très difficiles. Et alors, pour le coup, c'est des questions éthiques. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un consensus sur le fait qu'il faut éviter aux enfants certains usages des écrans, parce que ça perturbe leur éducation, en fin de compte, la croissance de leur cerveau. Mais ensuite, un adulte, s'il a envie de passer toute sa journée sur des sites porno, je veux dire, c'est dommage pour lui. Il a certainement d'autres usages de son temps plus intéressants. Mais est-ce que la société a à s'en occuper, à partir du moment où, évidemment, il ne heurte pas les autres. Bon. Mais il y a d'autres... Mais on peut effectivement... Alors, je n'irai pas parler de qualité du travail, mais là, je ne vais pas répondre à la question, mais ça rejoint, et pour recentrer un petit peu l'échange qu'on a, ça rejoint la question de l'utilité sociale et de l'impact environnemental. Si tu regardes ta vidéo, parce que en streaming, avec un bilan carbone ou télécharger la vidéo, ça n'a pas le même impact. Si la personne filmée a été contrainte et n'est pas encadrée par un droit du travail et une voix en tout cas sur ses conditions de travail, enfin voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Et l'économie humano-centrée, c'est ça les questions qu'elle pose
en fait. Enfin, en tout cas, pour la CFDT, pour une organisation syndicale. Pour reprendre les termes qui ont été posés sur croissance, c'est un discours un peu décroissant, mais moi je l'entends pas comme ça. Enfin, on a des étudiants dans la salle et donc je pense que, si j'ai envie de partager quelque chose, c'est que c'est un faux débat, croissance et décroissance. C'est un faux débat qui nous mène dans le mur. Aujourd'hui, il y a des activités qui doivent croître. Et donc, la question qu'on vient de poser sur la pornographie ou sur toute autre activité, ce sont les mêmes qui doivent être posées. Quelle utilité sociale? Comment c'est produit? En gros, c'est comment on transforme nos gains de productivité, comment on les partage. C'est hyper simple. Les gains de productivité, c'est un ratio valeur ajoutée sur les intrants, l'humain et le non-humain, le matériel. Et qu'est-ce qu'on produit en valeur ajoutée? Quel impact ça a? C'est matériel, c'est pas matériel? Et donc, comment ensuite ces gains-là, on les répartit entre nous pour avoir une société du bien-être au sens de la justice sociale, du progrès social, du progrès environnemental, et préserver in fine quoi? Notre modèle démocratique au milieu d'un monde relativement incertain, y compris en interne, avec une montée de l'extrême droite, contre laquelle la CFDT lutte très explicitement. Et donc, répondre aux besoins sociétaux essentiels en mobilisant, en planifiant, en orientant l'économie au service de ces besoins-là, c'est la seule voie possible, en fait. C'est cette trajectoire humano-centrée, mettre les besoins des citoyens, des travailleurs, au cœur de la machine économique. C'est vraiment la seule voie possible. Et ça, on a besoin de politiques économiques, effectivement, qui soient pensées en ce sens. Et on a besoin, évidemment, de syndicalisme, parce que ça doit être porté à toutes les échelles, y compris, je le disais tout à l'heure, dans les entreprises et les administrations, parce que les travailleurs sont experts de leur travail et donc des transformations à mener. Je vais juste rajouter une chose, c'est on n'a plus d'utopie positive, ou très peu. On a beaucoup de dystopies sur le monde qui vient, regardez dans le cinéma, la littérature, etc. Quand c'est des utopies, c'est souvent un petit peu, comment dirais-je, gentillet, vous voyez, un peu néo-arcadien, quoi. On va retourner au jardin d'Éden avec des plantes et faire de la culture. On n'ose plus. Enfin, moi, je prends souvent la métaphore du paquebot, c'est-à-dire l'économie, c'est une espèce de grand paquebot qui a une très très grande inertie quand même, parce que c'est des choses qui sont câblées dans des tas d'institutions et tout ça. Et alors, on s'interroge beaucoup sur par exemple, si on prend l'angle écologique, sur la motorisation du paquebot en question, qu'est-ce qu'on met comme... Voilà, on s'interroge sur la façon dont les gens y vivent, on s'interroge sur le menu du restaurant, enfin tout ce que vous voudrez. On n'interroge plus le cap général du paquebot. Pourquoi? Parce qu'on a été tellement vaccinés, je pense, par les sociétés qui se sont donné des grands objectifs de planification, etc., faisant le bonheur du peuple, qu'on n'ose plus se poser ces questions. Moi, je pense qu'il faudrait se reposer ces questions-là. Et en particulier, moi, on pourrait élaborer cette notion de société recentrée sur les besoins essentiels, les besoins de construction de l'individu, de dignité de l'individu. On peut prendre la version Amartya Sen, on peut en prendre d'autres. Et développer une version positive de ça. Si on a une version positive de ça, où ces nouveaux biens et services sont fournis essentiellement dans la relation entre les personnes, avec une base territoriale forte, etc., vous avez aussi, le résultat, c'est que vous avez aussi une société qui est structurellement beaucoup plus sobre que la société actuelle, sur le plan écologique, énergétique, etc. Parce qu'au fond, si on rêve un peu et qu'on imagine un système de santé vraiment recentré sur les besoins des patients, pris en charge collectivement, etc., avec beaucoup de prévention, par exemple, et pas seulement du soin, parce que vous savez qu'en France, on est très très fort sur le soin, mais on est à peu près nul sur la prévention. Enfin, nul, on n'est pas très bon. Et bien, vous voyez que cette société-là, si vous faites son bilan écologique, son bilan énergétique, son bilan matière, son impact sur le vivant, elle est potentiellement quand même beaucoup moins impactante
que la société d'accumulation d'objets dont on n'arrive pas vraiment à sortir. Mais alors, il nous reste 5 minutes et il y a encore 3 questions. Alors moi, ce que je propose, c'est de poser les 3 questions. Oui. Puis ensuite, tout le monde Ensuite, on répond. laissera Robert. Alors, elles sont assez diversifiées. Alors, on en a déjà parlé, mais il y a quand même plusieurs questions qui concernent l'IA et la transition écologique ou la transition vers une économie plus humano-centrée. Parce que, bon, Aghion, qui est un optimiste, ce qui est plutôt bien, a publié une tribune disant qu'on peut parfaitement mettre l'IA au service. Par le micro, ça, Non, j'ai dit que une question sur le rôle de l'IA dans les transitions que nous parlons, puisque Aghion a publié une tribune où il se montre assez optimiste. Genre, l'IA est un outil, on en fait ce qu'on veut. Une question sur... Moi, j'ai dit ce que je pensais de la taxe Zuckman et de la taxation des très grands patrimoines, mais quelqu'un dans le public souhaite avoir votre avis à tous les trois. À tous les trois. Et puis ensuite, dernière question, qui est une bonne question. Pourquoi Robert Boyer n'a pas encore eu le prix Nobel d'économie? La réponse est que... On va lui attribuer par acclamation. Hein. Quand on désignait les généraux et les empereurs... Il est pas assez américain. Non, bien sûr. Moi, je vais intervenir. Je suis pour la proposition de Thomas Piketty, taxer au nom d'héritage les riches et le redistribuer dans un fonds donné aux enfants. Parce que ça, c'est un mécanisme extraordinairement puissant. Doter du capital, chaque individu, un capital monétaire. Deuxièmement, voilà. Deuxièmement, les calculs montrent que ça fait 10 000 euros. Alors c'est vrai, si tous les jeunes qui rentrent dans la vie ont 10 000 euros, bon, c'est bien. C'est mieux que le trillion de dollars des hommes. Mais ça, voilà. Je me suis réfréné à parler de l'association. Moi, je trouve que vous êtes trop enfermé sur État ou économie. Dans un petit livre qui s'appelle Une utopie réaliste pour le XXIe siècle, l'économie sociale, pour l'interrogation, il y a le secteur associatif de la société civile. Et j'ai pu faire une petite démonstration que ce secteur est vital tant pour humaniser le capitalisme que pour doter d'efficacité l'État central. Et je trouve que, et dans les domaines qui nous intéressent, la santé, l'éducation, il est très prenant. Et le commerce équitable, là vous avez complètement négligé qu'il y a des acteurs sur le terrain au jour le jour qui essaient, alors dans une coopérative, par définition le principe de profit est aboli, au profit du partage général et de la démocratie dans la production. Donc je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé, parce que là commence à la base de la société des principes démocratiques appliqués à la production. C'est révolutionnaire. Alors, je vais surprendre. Je suis spécialiste automobile et j'ai visité l'usine du Devala. L'usine du Devala, ça consistait à dire 4 intellectuels en blouse blanche montent tout seuls une voiture Volvo sans chaîne de montage. Avec mon collègue Michel Frédéric, on avait fait l'intelligence collective. Attendez, ça c'est une révolution. Attendez, vous transformez. Attendez. Bien sûr, l'usine a fait faillite. Mais attendez, attends. Et tu appelais à l'utopie. Attends, non, moi je suis incollable sur les utopies. Attends, je t'en donne une et tu me dis, ben non. Attends, moi j'ai visité beaucoup d'usines. Ben, si tu me demandes au hasard où voudrez-vous travailler, ben, je peux t'assurer que c'était à l'Udevala. Non, parce que on suppose que la division du travail qui est faite par le marché, le capitaliste, est inéluctable. Ben, ce que vous proposez, c'est un changement complet de la division de travail dans le secteur. Et c'est bien ça la question fondamentale. Donc là, je vous passe la parole. Il faudrait mieux appliquer ça à autre chose que la construction de voitures. Mais Pierre, le mot de la fin, là, il reste 1 minute 30. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin te revient ou à madame? Allez, on va donner le mot de la fin à Juliette. Mais je te provoque un peu pour le mot de la fin. C'est-à-dire, je pense quand même que on a
on parle beaucoup de réindustrialisation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, les emplois, ils sont plus du tout là. C'est important et on peut en créer d'autres utiles, etc. Mais on a cette masse énorme, un peu informe, parce qu'on n'arrive pas à la caractériser, d'emplois aujourd'hui. Vous savez que c'est ça qui se développe, hein, et c'est les seuls emplois vraiment qui se développent de manière assez massive. C'est les services à la personne, les services considérés comme non qualifiés, alors qu'en réalité, ce sont des services. Ça aussi, il faudrait faire une petite révolution sémantique, parce que de même que la santé, c'est pas la condition de la fabrication des chaussettes, mais l'inverse peut-être. De même, ces emplois qui sont des emplois simplement qui n'ont pas été reconnus parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir de négociation, etc., parce qu'ils ont été précarisés et tout, sont en fait des emplois extrêmement complexes et qualifiés. Et je ne veux pas dire qu'il faudrait... et que le lien qu'on a fait, qu'on a tous gravé dans nos têtes entre qualification et diplôme est problématique quand même. Hein. Donc moi, je trouve quand même que les syndicats, et la CFDT comme les autres, s'occupe pas assez de ce monde-là, quoi. Non, mais je veux dire, c'est facile de dire ça, c'est un peu provocateur, mais je pense que c'est l'enjeu social numéro 1 aujourd'hui en France. C'est-à-dire, on a une bipolarisation des qualifications, alors formelles considérable, de plus en plus de gens à bac plus 5, 10, etc., dont beaucoup d'ailleurs ne trouvent pas de job correspondant à leur formation, et puis les emplois considérés comme déqualifiés. Parce que ce qui a un peu disparu, c'est les emplois qualifiés, intermédiaires d'antan, les ouvriers professionnels qui montent leur Volvo à main nue, etc. Et on n'a pas, je trouve, on n'a pas vraiment une politique cette masse d'emplois aujourd'hui précarisés, pas toujours d'ailleurs, mais ces emplois de service à la personne, notamment dans le secteur du care, qui représente la moitié des emplois. Merci beaucoup. Du coup, je réponds quand même à cette provocation, hein, qui était que je prends pas comme une provocation, mais enfin, il y a une vraie ambiguïté aujourd'hui à se dire que les travailleurs, ils sont tous essentiels, mais les travailleurs qui n'ont pas suffisamment de reconnaissance quant à leur valeur apportée dans les territoires ou quant à notre modèle de développement de bien-être au sens où on a voulu le définir ensemble. Il y a une ambiguïté quand on regarde effectivement leur réalité et la manière dont on les considère sur le marché du travail. On a obtenu, crise sanitaire, on applaudit les soignants, on obtient les Ségur de la santé, étendus aussi aux travailleurs sociaux, mais en fait, quand on regarde, donc c'était une victoire, mais quand on regarde la réalité des conditions de travail aujourd'hui, on a très vite oublié tout cela en réalité. Et donc, il va falloir effectivement répondre à cette ambiguïté. Aujourd'hui, la CFDT, elle se bat dans les branches pour que les minima de branche soient pas en deçà du SMIC. On part quand même assez de loin sur un certain nombre de réalités des travailleurs. On se bat pour que les travailleurs du care, effectivement, puissent être reconnus à leur juste valeur, avoir des parcours qualifiés, avec des parcours de rémunération satisfaisants. On se bat pour que les services publics soient reconnus comme une richesse, tous les services publics, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même une question de rapport de force à construire. Donc, on a besoin de syndicalistes, de militants pour le construire, ce rapport de force, parce que tout ça, c'est une question de l'employeur, quand même, quelque part. Hein. C'est lui qui a le mot de la fin. Et donc, le rapport de force n'est pas aisé à construire. Mais je partage le constat. Et c'est un de nos chantiers. Bon, merci à vous. Merci pour votre patience.